En 1970, un mathématicien britannique nommé John Conway a créé un projet connu sous le nom de Game of Life, ou le jeu de la vie. Bien qu'il s'agisse d'un jeu, ce n'est pas nécessairement un jeu auquel on joue. Le Game of Life est un jeu à 0 joueur, ce qui ne veut rien dire pour nous. La façon dont il fonctionne est la suivante. Vous placez un ensemble de conditions initiales et vous observez. C'est tout. Une fois les conditions initiales définies, le jeu se déroule tout seul. En dehors du petit ensemble de règles que la simulation suit, elle n'a besoin de rien d'autre pour fonctionner. Certains modèles ne fonctionnent que pendant quelques générations avant de s'éteindre, tandis que d'autres semblent se perpétuer à l'infini. Et ça m'a fait réfléchir. Si une simulation aussi petite que celle-ci, avec très peu de variables, peut aboutir à quelque chose d'énorme, que se passerait-il si nous l'agrandissions, disons, à la taille d'un univers? Une simulation qui serait plus que de simples points sur un écran, une simulation avec des galaxies, des planètes et de la vie. Plus important encore, si c'est possible, comment savoir si nous ne vivons pas actuellement dans l'une de ces simulations? À première vue, l'argument selon lequel notre univers est une simulation semble complètement absurde. Mais lorsqu'on se penche vraiment sur la question, il devient de plus en plus plausible. Comment observe-t-on les choses? Eh bien vous les voyez, vous les sentez ou vous les observez avec n'importe lequel de vos sens. C'est votre réalité subjective. Une réalité basée sur un sujet. Vous êtes seul dans votre tête. Tout ce que vous observez termine son voyage avec les neurones qui s'allument dans votre cerveau d'une certaine manière pour créer votre vision du monde. Ceci étant dit, pouvez-vous prouver qu'il existe une réalité objective? Une réalité qui existe indépendamment de la connaissance que nous en avons. Une sorte de réalité globale qui englobe toutes nos réalités subjectives. Elle existe sans que nous l'ayons observée. Cela semble un peu confus, cependant. On ne peut pas savoir qu'une réalité objective existe sans que quelqu'un ou quelque chose l'observe. Par exemple, si je sors et déclare qu'il fait froid, et que vous sortez et déclarez qu'il fait une chaleur torride, c'est là que nos réalités subjectives entrent en jeu. Il semble donc que deux esprits différents, deux personnes différentes, puissent observer un même objet de plusieurs façons. Dans une réalité objective, il ferait juste très froid ou très chaud, et ce, indépendamment de nos observations personnelles. Dans une réalité objective, pour prouver que quelque chose existe, il faudrait l'observer sans l'observer, ce qui est une contradiction évidente. Cela soulève la question suivante. Pouvez-vous prouver que quelque chose en dehors de votre propre esprit est réellement réel? Les cerveaux des bébés ne sont pas aussi développés que ceux des adultes, mais ils nous donnent un bon aperçu de la façon dont nous apprenons, comment notre esprit se développe et comment nous prenons conscience du monde qui nous entoure. Si vous regardez par la fenêtre, vous verrez peut-être un arbre, une autre maison ou votre voiture dans l'allée, mais vous n'avez pas besoin de regarder physiquement dehors pour savoir que ces choses existent. C'est ce qu'on appelle la permanence de l'objet. C'est le fait de savoir que les objets existent, même lorsque nous ne les percevons pas d'une manière ou d'une autre. Cependant, nous ne sommes pas nés avec cette compétence. Elle se développe au fil du temps. Je suis sûr que vous avez déjà joué à faire coucou avec un bébé. Lorsque vous couvrez votre visage, les bébés de moins d'1 an croient que vous avez disparu. Mais lorsque vous retirez vos mains, vous êtes de retour. De retour dans leur réalité. Le fait de savoir que les choses existent, même quand on ne peut pas les observer, ne s'apprend qu'à partir d'1 an et demi ou 2 ans. Mais est-ce vraiment vrai? Cela renvoie à votre réalité subjective. Bien sûr, au bout d'un certain temps, on peut apprendre que certaines choses semblent exister alors qu'on ne les observe pas, mais comment en être certain? En fin de compte, il ne s'agit que de votre réalité subjective. C'est grâce à votre conscience que vous pouvez observer quoi que ce soit. Prenons un exemple. Lorsque vous regardez votre ordinateur, votre téléphone ou tout autre appareil sur lequel vous regardez cette vidéo, vous savez que toutes ces choses sont composées d'atomes, mais vous ne pouvez pas vraiment les voir, pas vrai? Ce n'est que lorsque nous utilisons un microscope pour les observer que nous pouvons réellement voir ces atomes qui composent tout. Nous ne pouvons pas les voir tant qu'ils ne sont pas observés de près. Si c'est le cas, la simulation d'un univers pourrait s'en trouver facilitée d'1 million de fois. La simulation d'un univers entier avec des milliards de galaxies sur des milliards d'années-lumière prendrait beaucoup de puissance de calcul et ne serait qu'un gaspillage. Tout ce qu'une espèce post-humaine aurait à faire, c'est de simuler la conscience de ses sujets. Ou peut-être même le sujet. Existe-t-il un moyen de prouver que la personne à qui vous parlez quotidiennement n'est pas simplement une autre fonction du code dans la simulation? Tout ce que la simulation a à faire, c'est de vous faire croire que le monde qui vous entoure est réel. Lorsque vous jouez à des jeux vidéo,
vous remarquerez que les choses ne s'affichent pas complètement lorsque vous ne les regardez pas. C'est un gaspillage de puissance et d'énergie, puisque les jeux vidéo sont en fait des simulations de notre propre univers. Pourquoi un univers simulé ne suivrait-il pas une stratégie similaire? C'est une affirmation très arrogante de la part d'un humain, mais écoutez-moi. Si un arbre tombe dans la forêt et que personne n'est là pour l'entendre, fait-il un bruit? Il s'agit d'une question psychologique très répandue, qui s'applique parfaitement au cas présent. Dans un univers simulé, si personne n'est présent ou conscient de l'événement, il n'y a aucune raison pour qu'il émette un son. Ou même que l'arbre tombe tout court. Si nous tombons sur cet arbre plus tard, il sera simplement couché sur le sol pour donner l'illusion qu'il est tombé. Si nous n'observons pas les galaxies dans le champ profond de Hubble, quel est l'intérêt qu'elles existent à tout moment dans la simulation? Il est possible que seuls des morceaux de ce que nous appelons l'univers existent et soient observés à un moment donné. Si l'on compare la situation technologique d'il y a 100 ans à celle d'aujourd'hui, la différence est évidente. Si la technologie continue de progresser à un rythme supérieur à 0, il est possible qu'à l'avenir, que ce soit dans 100 ou 1 million d'années, nous disposions d'une technologie dont la puissance de calcul sera quasiment illimitée. Mais je ne parle que de puissance et d'énergie. Comment une civilisation pourrait-elle obtenir une telle puissance? Vous vous souvenez de ces poupées russes qui, lorsqu'on les ouvre, contiennent une autre poupée, puis une autre et encore une autre? Il existe un concept qui s'apparente à cela, mais à une échelle stellaire. Prenons l'exemple de notre Soleil. Il est très grand et très chaud, et il rayonne une tonne d'énergie. Si nous parvenions à exploiter toute cette énergie, nous pourrions l'utiliser pour simuler des millions d'univers simultanément. Mais comment pouvons-nous rassembler toute cette énergie? En utilisant ce qu'on appelle des cerveaux matrioshka. Si une civilisation avancée était capable de construire une mégastructure englobant le Soleil en plusieurs couches, comme les poupées, elle disposerait de toute l'énergie du Soleil. Une civilisation capable de faire cela pourrait très probablement le faire avec plusieurs étoiles, et pourrait ainsi simuler autant d'univers qu'elle le souhaite. Nous pouvons effectuer des simulations sur nos propres ordinateurs qui projettent notre univers à grande échelle. Le projet Illustris le fait très bien. Tout comme le jeu de la vie, le projet ressemble à un jeu à 0 joueur. Les scientifiques qui ont créé le projet lui ont donné certaines propriétés qui correspondent à notre univers au début, puis l'ont laissé vivre sa vie. Il est capable de projeter notre univers à grande échelle avec une grande précision, et ce, uniquement avec la puissance de calcul dont nous disposons aujourd'hui. À l'avenir, les simulations de ce type deviendront de plus en plus précises, jusqu'à ce qu'elles deviennent réalistes. Pourtant, elles ne peuvent pas être parfaites. Lorsque nous observons des atomes et tentons de voir des électrons ou d'autres particules, nous ne pouvons pas connaître la position et l'élan de ces particules avec une certitude de 100%. C'est ce qu'on appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg. Il y a une limite à ce que nous pouvons savoir sur la masse, l'énergie, la position et le temps d'une particule. Cela signifie que dans toute simulation, il n'y a aucun moyen de représenter exactement tout ce qui s'est passé. On ne peut jamais avoir une simulation parfaite de la réalité. Elle sera toujours légèrement plus lente que la réalité elle-même, même si l'on dispose d'une puissance de calcul infinie. Afin de lutter contre ce phénomène, des limites doivent être mises en place. Des astuces et des tours de passe-passe doivent être utilisés. Voici un bon exemple. Si vous avez un vieil ordinateur et que vous essayez d'y faire tourner des jeux récents avec 20 onglets Google Chrome ouverts tout en écoutant de la musique, vous constaterez une baisse évidente des performances de votre ordinateur. Le vieil ordinateur n'a pas la puissance de calcul nécessaire pour gérer toute cette charge. Donc, il ralentit. Pensez maintenant au trou noir. Lorsqu'il y a autant de matière au même endroit, autant d'informations au même endroit, le temps ralentit littéralement. C'est comme si la personne qui avait créé la simulation avait ralenti certaines parties de la simulation pour maintenir l'énergie requise à un faible niveau. Cela pourrait-il expliquer la vitesse de la lumière? Serait-ce la vitesse de calcul de la simulation dans laquelle nous nous trouvons? Il n'y a aucun moyen de le savoir et tout cela est théorique, et, pour être honnête, insensé. Mais cela ne signifie pas que nous ne devrions pas y réfléchir. Cela pourrait en fait nous aider à répondre à certaines des questions que nous nous posons le plus souvent. Par exemple, le paradoxe de Fermi. Lorsque nous observons l'univers, nous ne voyons aucun autre signe de vie. Sommes-nous vraiment seuls? Sommes-nous un simple problème de simulation? Ou ne regardons-nous pas assez attentivement? Prenons l'exemple des créatures qui vivent au fond de nos océans. Savent-elles que nous, les humains, existons? Sont-elles conscientes de ce qui se passe en dehors de leur environnement immédiat? Savent-elles qu'elles vivent sur un gros rocher flottant autour d'une boule de gaz brûlante en orbite, autour d'un grand trou noir de la mort au centre de la galaxie qui aspire tout et n'importe quoi? Probablement pas. Et si nous étions comme ces créatures, mais que le plus loin que nous puissions observer, ou dont nous ayons conscience, était ce que nous appelons l'univers observable? Peut-être que l'univers ne peut exister sans esprit conscient pour l'observer. L'idée d'univers simulé pourrait également expliquer la théorie des multivers. L'idée d'un multivers n'est rien d'autre que cela,
Il s'agit d'univers multiples, voire d'une infinité d'univers. Dans de nombreuses situations, lorsqu'il y a une forte probabilité que quelqu'un soit tué ou que quelqu'un ait une expérience de mort imminente, on rapporte que cette personne a dit que sa vie avait défilé devant ses yeux. Les moments et les souvenirs les plus marquants de leur vie leur reviennent en un instant. Des chercheurs de l'université Hadassah de Jérusalem ont analysé plusieurs cas de personnes ayant vécu ces expériences de mort imminente. Dans presque tous les cas rapportés, les personnes interrogées ont déclaré avoir perdu toute notion du temps. L'une d'entre elles a écrit « Il n'y a pas de progression linéaire, il n'y a pas de limite temporelle. C'était comme si j'étais là depuis des siècles. C'est arrivé d'un seul coup, où certaines expériences dans mon expérience de mort imminente se déroulaient en même temps que d'autres, bien que mon esprit humain les sépare en différents événements. » Une autre personne a déclaré « Je pouvais entrer individuellement dans chaque personne et ressentir la douleur qu'elle avait dans sa vie. J'étais autorisé à voir cette partie d'eux-mêmes et à ressentir moi-même ce qu'ils ressentaient. Lorsque les gens ont vécu ces expériences, c'était comme s'ils vivaient une autre vie. Ils vivaient des choses qu'ils n'avaient jamais ressenties auparavant. C'était comme s'ils avaient mis le pied dans une autre réalité. La notion de temps n'a pas existé pendant un court instant et ils ont pu analyser des choses qu'aucune autre personne vivante n'aurait pu faire. Lorsque vous discutez avec quelqu'un et que vous avez cette impression de déjà-vu, que vous avez déjà eu cette conversation, ou que vous avez vécu exactement ce qu'il ressent sans l'avoir vécu vous-même, peut-être que dans un autre univers ou une autre simulation, la même chose vous est arrivée. L'illusion du libre arbitre nous permet de vivre notre vie comme bon nous semble, mais que se passe-t-il si chaque décision que vous avez prise a été préprogrammée dans la simulation dans laquelle nous pourrions exister? Chaque décision que vous prenez vous entraîne dans un univers parallèle, une simulation parallèle, où chaque choix que vous avez fait vous a conduit à ce moment précis. Vous êtes chez vous, sur votre téléphone, en train de regarder cette vidéo. La technologie actuelle dépasse déjà largement les performances et la vitesse humaine. C'est pourquoi de nombreuses grandes entreprises comme Tesla utilisent des robots et d'autres machines pour effectuer des tâches que les humains ne peuvent pas réaliser aussi efficacement. Les neurones biologiques, c'est-à-dire les neurones qui se déclenchent dans votre cerveau à chaque seconde de la journée, fonctionnent à une vitesse maximale d'environ 200 Hz, alors que les microprocesseurs modernes fonctionnent à au moins 2 GHz, soit 7 ordres de grandeur plus rapides. Même avec la technologie moderne, une IA super intelligente, par exemple un esprit humain fonctionnant sur un matériel plus rapide que le cerveau, pourrait prendre des décisions des millions de fois plus rapidement que les humains actuels. Elle serait capable d'envisager tous les résultats et de choisir les meilleurs. Cependant, nous ne sommes pas des IA super intelligentes. Il y a une limite à ce que le cerveau humain peut faire ou peut observer. Nous avons cependant fait des découvertes très importantes qui nous permettent de continuer à poser des questions. La plus importante est celle des mathématiques. Les mathématiques semblent universelles. Il y a des nombres et des modèles dans les choses, de la taille des atomes à celle des galaxies. Les découvertes que nous, les humains, avons faites au cours des 2 derniers millénaires seulement, nous ont permis de poser des questions insensées telles que « Vivons-nous dans une simulation ? Si nous devions mettre tous les milliards de simulations possibles dans un chapeau, les mélanger et en choisir une, quelles sont les chances d'attraper l'originelle, celle qui a créé toutes les simulations au départ ? Quelles sont les chances que la Terre sur laquelle nous vivons existe ? Peut-être qu'une espèce extraterrestre avancée est arrivée sur notre planète morte après des milliards d'années et a trouvé des traces de notre ADN, des traces de notre existence. Ils en ont fait une simulation pour connaître l'histoire de cette planète stérile sur laquelle ils venaient de tomber. Si c'est le cas, alors bonjour. Nous ne pourrons jamais en être sûrs. Tout ce que nous pouvons faire, c'est observer et espérer que notre jeu de la vie est un jeu que nous pouvons gagner.